Oui. Bon, Madame Bélé, vous n'avez rien Bonsoir, entendu. bienvenue dans cette nouvelle émission, le kiosque. Bonsoir à ceux qui nous regardent sur Internet, la communauté Facebook. Bonsoir à ceux qui nous regardent depuis la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, mais aussi du côté de la métropole. Et nous sommes particulièrement heureux d'avoir pu bricoler comme nous avons pu bricoler pour être de nouveau avec vous. Avec nos amis pour cette émission, le kiosque, comme on vous l'a déjà expliqué. Suite à ce dégât des eaux, nous avons fait ce qu'il fallait, notre syndicat a géré pour nous, et puis nous là. Bonsoir Michel Branchy, mignon, beau comme un camion de pompiers. Ah, mon cher, je me suis C'est dit pas quand même- péjoratif, quand on dit ça, peut-être qu'on peut prendre ça mal, mais Ah, je non, crois non, qu'on dit non, quand non, tu es non, beau non. comme un camion. D'accord, ok. Mon ancien assistant au karaté, qui est Fernand Hardy, qui malheureusement Oui, est décédé, oui. tu as peut-être connu. J'ai fait mon service militaire avec lui. Écoute-moi, bon, Fernand, t'as fait ses boucles, il a fait pompe comme à l'armée, hein, au début des cours, et puis à la fin, il t'a fait 100 abdominaux. Mais Fernand. c'est- Bon, bref, Ah ouais, salut Fernand quand même, ouais, parce que ouais. c'était un compagnon extraordinaire. Et Fernand disait que tu es beau comme un camion DAF. Oui, parce que c'était les camions Ouais, d'affaires mais à tu sais l'époque. ce qu'on fait le camion DAF, il a une suspension, Suspension, très ouais. souple et puis il fait ça. L'avant descend comme ça. Ouais, ouais. Très bien. Je continue. Ah non. Alors, je te laisse présenter, monsieur le professeur. Bertrand François Lubin, Oui. voilà, qui est à l'université, docteur en droit public. Merci, Merci, bonsoir donc merci à toi, docteur. à madame, bonsoir à messieurs, donc, et bonsoir à nos auditeurs et auditrices. Donc c'est avec le même plaisir que la semaine dernière que je suis présent ce soir. Docteur, vous n'avez pas eu de souci quand vous êtes allé faire vos courses, non? Non, Vous n'avez pas été arrêté non, je ne crois pas avoir dit quelque chose pour... Non, pas dans ce sens-là, parce que Ah, lorsque d'accord. Michel va faire ses courses, Ah, il doit non, signer non, des non, autographes non, en même temps. Non, Il pousse le caddie d'un côté. C'est vrai ou pas, ça Michel? va, ça va. Mais écoute, puisque tu le dis, j'ai au moins 2 personnes par rapport à la dernière fois, Oui. en particulier un jeune homme. En général, c'est des personnes quand même, disons, au moins du deuxième âge, sinon du troisième âge. Mais là, c'est un jeune homme qui m'a arrêté, m'a dit merci. Je lui ai dit merci, pourquoi? Mais merci, monsieur. Alors, Bien. j'ai compris, mais je lui ai dit pourquoi? Mais pour Zouk TV, monsieur. Grâce à vous, on comprend les choses. Ouais, voilà. Tant mieux. Bon. Donc, alors je vais dire ça à l'antenne. Voilà, très bien. Il t'a pas donné son prénom? Alors, j'étais assez pressé, j'ai pas insisté, tu vois. D'accord. Oui. Charles, merci beaucoup d'être avec nous. Eh bien, écoute, merci à toi, merci pour cet accueil. Et puis, je suis très heureux de voir que le studio commence à fonctionner parce que j'étais là effectivement samedi et je n'ai pas cru ce que je voyais. Hein, il y a des cascades d'eau et puis des pompiers qui étaient là et Les pieds dans l'eau. les pieds dans D'ailleurs, l'eau. tu as dû tirer tes chaussures pour pouvoir entrer. Absolument, ouais. absolument. Bon, les techniciens ont fait un miracle. Hein. Je pensais très sincèrement que on aurait peut-être loupé quelques émissions, mais on est là et je suis très heureux que cet outil de communication et d'information soit présent de manière à permettre aux Martiniquais d'avoir les informations non travesties. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir Béatrice Bélé. Bonsoir. Je ne sais plus comment la présenter. Je ne sais pas si je dois dire la belle, la gourmandaise. La première secrétaire. Voilà. Chaque fois que je dis quelque chose, elle me dit c'est pas ça qu'il fallait dire. C'est la Mais première secrétaire, le Oui, Parti Il socialiste. faut noter. Oui. Mais Première chaque fois en te secrétaire. regardant, je me dis bon, je vais dire la belle, mais bon, je vais dire la gourmandaise. Non, ça n'a pas bon non plus. Alors bon, alors, la Mais si, première tu veux- secrétaire. Oui, voilà, par exemple. Voilà, très Mais bien. à chaque fois, tu fais ça. Et tu vois, après, ça festige. C'est moi la maîtresse d'école et tout ça. Mais c'est bien. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Et vraiment, moi aussi, j'ai eu peur. Je l'ai appris tardivement, malheureusement. Quand je t'ai envoyé le petit Oui. mot, je venais de l'apprendre. Et je suis très, très heureuse. Et puis, on s'est dit, bon Dieu, mettez dans Baïta, parce que Ah, on s'est quand dit, j'ai mettez. vu... Ah oui, parce que quand j'ai vu les images, en effet, comme Charles, je me suis demandé si nous n'allions pas nous revoir l'année prochaine. Voilà. Ah, non, Donc, non, non. je suis très contente. D'ailleurs, je voudrais remercier à nouveau tous ceux qui nous ont aidés, mais aussi Monseigneur Maquéan, David Maquéan,
qui a téléphoné, qui a fait M. Michel Déglise téléphoner pour prendre de nos nouvelles, nous assurer de son soutien. Donc voilà, merci à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer avec... on n'a pas eu le temps d'en parler la semaine dernière. Et la question, c'était est-ce que la CTM peut adapter la loi sur l'obligation vaccinale? Et Dr François Dubin devait y répondre. Donc, il y a répondu de manière plus succincte, juste parce que l'émission était terminée, mais on va développer ce soir. Alors, est-ce que la CTM peut adapter? Alors, je ne sais pas si on peut répondre d'emblée à la question, parce que ça mérite quand même qu'on discute, Oui. qu'on pose bien les termes de la question. Alors, oui, enfin, la question de l'adaptation, je dirais même de la différenciation, parce qu'aujourd'hui, c'est cette idée, c'est ce concept qui est à l'ordre du jour, puisqu'il y a un projet de loi de l'actuel gouvernement qui vise à aller dans ce sens. Donc en tout cas, c'est une revendication, je dirais, permanente chez nous et qui a pris une ampleur certaine donc, à l'occasion de l'adoption de cette loi du 5 août 2021. Effectivement, cette question donc, est à l'ordre du jour. Alors, pour faire bref, quand on observe l'article 73, il y a plusieurs temps de l'article 73. Alors, il y a un premier temps qui dit que bon, les lois et règlements s'appliquent de la même manière qu'à Marseille, qu'à Paris, qu'à Strasbourg, voilà, c'est ce qu'on appelle le principe de l'identité législative. Mais depuis 1946, on a toujours prôné le fait que néanmoins, même si les lois nous étaient applicables, qu'on puisse les adapter, d'accord ? Et aujourd'hui, donc ceci figure, si des gens ont la Constitution, ils n'ont qu'à voir, faire comme les Américains. Chaque Américain dispose d'une Constitution à portée de main. Hein. Donc d'aller voir, c'est l'alinéa 1 qui dit effectivement les lois et règlements sont applicables de plein droit, mais néanmoins peuvent faire l'objet d'adaptations nécessitées par nos caractéristiques et contraintes particulières. Et ça c'est le gouvernement. Ce qui a changé depuis 2003, c'est qu'on peut nous habiliter, nous autoriser, nous, à adapter ou voire plus à fixer nous-mêmes des règles. Mais donc ce sont les deux cas de figure. Donc ça C'est ce qu'on appelle les lois pays? Non, c'est pas ça. non. Alors l'alinéa 2 donc envisage ce que moi j'appelle l'habilitation-adaptation. C'est-à-dire que plutôt que ce soit le gouvernement qui le fasse, nous pouvons demander, d'accord, à ce que les lois soient adaptées, mais selon nos caractéristiques. Parce que nous estimons que nous avons des caractéristiques qui nous sont propres, des contraintes qui nous sont propres, et qu'à ce titre-là, nous serions mieux armés que quiconque pour pouvoir procéder à ces adaptations. Vous avez un troisième temps, qui est l'article 73 alinéa 3, qui va un peu plus loin, qui dit clairement qu'on peut... Alors, le deuxième cas, c'est pour les lois et règlements qui régissent les compétences de la CTM, parce que ça ne concerne pas les communes. C'est ça. Donc ça concerne la CTM et en Guadeloupe, le département et la région. D'accord ? Donc, les lois qui régissent l'exercice, donc du moins les compétences, l'exercice des compétences de ces collectivités. Et puis l'alinéa 3 dit que on peut là aussi nous habiliter à fixer des règles dans le domaine de la loi et du règlement, mais sans préciser quel domaine. Mais néanmoins, il y a deux articles après qui viennent un petit peu limiter tout cela, en nous disant en somme qu'il y a une liste de matières. En quelque sorte, si je devais employer une formule très courante, très familière, je ne touche pas à ces lois et ces règlements, ces domaines du moins, nationalité, droit civique, des choses de ce type. Et puis tout ce qui concerne, tout ce qui mettrait en cause les conditions d'exercice de certaines donc, les libertés publiques et des droits constitutionnellement donc, garantis. Alors, il se trouve que cette loi du 5 août 2021 a été adoptée sous le fondement de droits constitutionnellement garantis par la Constitution, le préambule, ce qu'on appelle le préambule de la Constitution de 1946. Donc, à l'alinéa 11, il est dit que la nation garantit à tous la protection de la santé. Et à partir de là, il y a un droit à la protection de la santé qui est reconnu, qui est ce qu'on appelle un objectif de valeur constitutionnelle. D'accord. Donc, c'est un droit. Donc, ça ne rentre pas dans le champ de compétences, d'accord, de la CTM ou de qui que ce soit. Donc voilà pourquoi, et encore, j'ai résumé mon propos, voilà pourquoi on ne saurait habiliter la CTM
à Modifié. régir cette question. D'accord. Voilà. Cette question, donc, c'est une question, donc, c'est un droit constitutionnel et il n'est pas question. Il y a une décision du Conseil constitutionnel qui a posé les termes du débat depuis 1985 concernant la Nouvelle-Calédonie. Et pour faire vite, en somme, cette décision du Conseil constitutionnel nous dit il n'est nullement envisageable que les questions relatives aux droits et libertés varient de territoire à l'autre. C'est le minimum, passez-moi l'expression syndicale, pour que nous puissions constituer communauté dans le cadre de la République. Dans d'autres domaines, on peut envisager, et on va de plus en plus vers cet horizon. Mais dès lors qu'il s'agit de droits et libertés, il n'est pas question qu'on nous permette effectivement de poser des règles qui ne sont pas donc des lois. Alors, les fameuses lois pays que j'entends parler de temps en temps, ça veut dire quoi? Alors, ça, il n'y a que 2 collectivités qui ont le droit d'adopter, mais on adopte des lois du pays. Mais ceci le terme de loi ne vaut que pour la Nouvelle-Calédonie. Parce que les lois du pays, d'accord, de la Polynésie française ne sont pas de véritables lois. C'est la dénomination de loi du pays. Mais juridiquement, ce ne sont pas des lois. Ce sont donc des actes administratifs donc, qui peuvent être contrôlés par le Conseil d'État. Alors que les lois du pays de la Nouvelle-Calédonie sont contrôlées par le Conseil constitutionnel. C'est toute la différence. D'accord. Michel? Oui, ce qu'a dit le professeur est extrêmement intéressant sous l'angle de l'histoire économique de la France et de l'histoire politique. L'histoire politique. Il ne faut pas oublier que cette constitution, ces dispositions, elles trouvent leur origine dans la Révolution française. C'est-à-dire que les révolutionnaires, et c'est pour ça d'ailleurs que souvent nous avons eu des difficultés avec la gauche française. Les révolutionnaires de 1789 ont voulu combattre les parlements régionaux et notamment les seigneuries, nobles. les seigneuries, ce qu'on appelait les seigneuries à Les l'époque. seigneuries qui entendaient combattre la Révolution, notamment en Vendée, combattre la Révolution à partir de dispositions particulières, de lois particulières concernant ces régions. Bon. Et l'exemple le plus... et qui survit d'ailleurs, c'est à travers un représentant politique en France, c'est De Villiers. Bon. Qui est originaire précisément de cette région. Qui a rejoint Zemmour, en passant. Tout à fait. Bon. C'est la vieille tradition royaliste française, etc., etc. Bon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les révolutionnaires? Notamment le club des Jacobins. Le club des Jacobins, c'était la fraction Des révolutionnaires. des révolutionnaires les plus radicaux. Pour aller plus vite, pour aller vite. OK? Bon. C'est là que se trouvait notamment Robespierre. Oui, il incarnait. Il incarnait. Bon. Et il fallait briser pour que la révolution se fasse. Et qu'on fait l'égalité entre tous les citoyens, il fallait briser ces résistances. D'où en état le fait que depuis cette époque, dans le préambule de la Constitution, la France est un État, est une république, une et indivisible. Et c'est ce à quoi tous les anticolonialistes de tous les pays d'outre-mer se sont heurtés depuis 1946 sur le caractère de république une et indivisible. Alors, on a ajouté récemment et décentralisé, n'est-ce pas, Oui, professeur? tout à fait, depuis 2003. Depuis 2003. Chirac, la droite. Pas la gauche, hein, attention. Chirac. C'est important. Mais ils vendaient des journaux communistes avec toi. à Mais l'époque, oui, donc, mais oui. Non, mais c'est ce qu'il dit important, parce que c'est de noter que
c'est la droite quand même qui n'était pas favorable à la décentralisation. C'est pas une idée de droite, c'est une idée donc de gauche, et c'est quand même la droite qui a fait faire ce saut qualitatif à la question de la décentralisation en l'inscrivant à l'article 1 de la Constitution. Tout à fait. Alors, la gauche, D'accord. dans la gauche, il y a différents courants. Bon, Oui. il ne faut pas quand même oublier que Defer, qui était le maire de Marseille, qui a toujours considéré que Paris opprimait Marseille, a été quand même l'auteur des lois de décentralisation sous Mitterrand. En 81. En 81, 82, 83. OK? Et en particulier, en 1982, on a voté une loi spécifique pour l'outre-mer français quand la collectivité unique proposée, dont j'ai parlé la dernière fois, par Henri Emmanuelli, qui était un ministre corse. Pas oublier ça. Henri Emmanuelli avait proposé une collectivité unique départementale et régionale. C'était une assemblée unique à l'époque. Une assemblée unique. Une assemblée unique. D'ailleurs, c'était dans le programme de François Mitterrand. Et le Conseil constitutionnel avait dit non, pas question. Parce que ce qu'on proposait pour nous, le Conseil constitutionnel avait considéré qu'on allait au-delà de ce qui est envisageable dans le cadre de l'article 73. Et juste pour ajouter quelque chose dans le même registre, aujourd'hui, quand on regarde les décisions du Conseil constitutionnel qui ont été rendues à l'occasion de demandes d'habilitation, parce qu'il y a quand même un certain nombre de demandes, mais néanmoins, il n'y a que 5 qui ont été acceptées pour nous, 4 pour la Guadeloupe, 4 pour la Guyane, 1 pour Mayotte, puis aussi Saint-Martin. Quand on regarde la jurisprudence du Conseil constitutionnel, j'ai l'impression qu'on n'a pas avancé sur ce point. On a encore un Conseil constitutionnel qui a une vision assez rigide donc de ce qu'est l'indivisibilité ou encore au nom du principe d'égalité devant la loi. Tout à fait. Donc on n'a pas avancé de iota, j'ai envie de dire, sur ce point. Alors je profite, docteur, pour vous demander, je fais digression peut-être sur le sujet, mais est-ce qu'on peut expliquer rapidement la différence entre une assemblée unique qu'on voulait nous donner à l'époque et ce que nous avons aujourd'hui? Parce que j'ai longtemps entendu dire qu'on... Tu veux faire la différence. Faire la différence entre... Alors, voilà. L'assemblée unique, donc on fait un rétropédalage, on revient donc avant 2010, on maintient la région et le département, mais on désigne des élus qui siègent à la fois en tant que conseillers départementaux et conseillers régionaux. Donc imaginons que aujourd'hui ils auraient siégé à Plateau-Roi en qualité de conseillers régionaux, et puis le lendemain ils pouvaient se réunir donc au centre-ville, à l'hôtel du département, donc en qualité de conseillers départementaux. C'est ça donc l'assemblée unique. Mais il y a toujours 2 collectivités. Mais on gardait tout ce que... Alors, si la Martinique a 400 000 personnes, on gardait 400 000 dotations pour ça d'un côté, et des deux côtés, on gardait des dotations. Les 2 collectivités auraient donc leurs dotations qui leur reviennent de droit, à titre exclusif. Alors, est-ce qu'avec la CTM, c'est ce qu'on a eu, ou bien est-ce qu'on a été floué? Non, on n'a pas été floué, puisque le budget qui a été retenu correspondait au budget de l'ancien conseil général, conseil départemental, puisqu'on ne dit plus conseil général depuis 2013, c'est conseil départemental, donc c'est le cas pour nos amis guadeloupéens. Et le budget donc, de la région qui fait donc 1,2 million, quelque chose de ce type. Alors, voilà, grosso modo. Alors, je te laisse, professeur. Oui. Donc, et la collectivité... Je vais te parler de mon vécu après. Donc, la collectivité unique, donc, c'est le fait de substituer une seule entité à 2. Voilà. C'est la différence qu'il y a entre assemblée unique et... Alors, c'est plus qu'une fusion, puisque... La fusion, c'est simplement un ajout. On ajoute. Alors que là, on a créé quelque chose de radicalement nouveau. D'accord? Donc, ça ne se limite pas à une simple fusion. C'est ce que les juristes appellent une collectivité sui generis. Tout à fait. Bon, c'est-à-dire un être hybride, un être hybride non identifié dans le droit français. D'accord. Bon. Non identifié. Enfin, qui a sa propre identification sui generis. Littéralement, on peut voir. Voilà. Tu peux voir ça comme ça. Littéralement, sui generis, ça veut dire, pour que les gens comprennent, ça veut dire qu'il constitue un genre à lui seul ou à elle seule. Voilà. Nous sommes une collectivité sui generis parce que nous constituons une catégorie composée de nous-mêmes. Puisque même la Guyane comporte des petites différences. Mais la Guyane, par exemple, n'a pas de conseil exécutif. Ils ont gardé le bureau. Bon, ils sont dans le droit commun.
Ils sont dans leur commun, j'ai oublié le nom de ce terme. La commission permanente. La commission Donc, permanente. Le président, la commission permanente et l'Assemblée. C'est ça. Alors, derrière tous ces débats qui peuvent paraître ésotériques, il y a quand même... C'était juste un rappel, hein, parce que bon, alors, tout ça est je voulais quand même terminer en disant ceci. Parce qu'on pourrait discuter très longuement sur ces questions-là. J'ai eu ce matin, d'ailleurs, une discussion avec des camarades à toi du PPM et qui me disaient que... Tu as de bonnes fréquentations. Hein? Tu as de bonnes fréquentations. Oui. Bon, ce sont des... Ils nous disaient en gros qu'eux-mêmes sont en pleine discussion au sein de leur parti sur ces questions-là. Bon, de nouveau, parce que la question institutionnelle a ressurgi à l'occasion de la crise sociale. Et moi, je dirais, en tant que marxiste, je dirais que c'est normal. Oui. Parce que si on a créé un parti communiste martiniquais en 1957, c'est bien pour ça. Et que si les analyses de ceux qui nous ont précédés étaient justes, c'est que la crise de la société et la non prise en compte par le cadre départemental des nécessités de la société martiniquaise ressurgit nécessairement à intervalles réguliers. Je ferme la parenthèse. Mais tout ceci pour dire qu'il y a, malgré le pouvoir d'adaptation dont a parlé le professeur, parce que j'essaie de ne pas perdre le fil, la capacité d'adaptation qui a été arrachée morceau par morceau. Hein. On a grignoté depuis 1959, après les émeutes de décembre 1959, Georges Gratien a fait voter une motion par le Conseil général de la Martinique qui était présidée par un certain Tertullien Robinel. Ok ? Vous avez vu le prénom ? Bon. Tertullien Robinel, on a voté une motion qui demandait la consultation du département en matière de loi et de règlements concernant les départements d'outre-mer. Et c'est depuis cette époque, c'est le premier petit pas qui a donné une capacité. Alors c'était une consultation, c'était un avis. Et souvent qui était sollicité en tout cas dans ces dernières années. Ah oui, alors, malheureusement, après même le passage... jusqu'à présent. Oui. D'ailleurs, notre collègue Chamas de Leville, jusqu'à présent, on consulte la collectivité quand la loi est déjà parue au journal officiel. Vous voulez rajouter quelque chose, docteur? Oui. Juste pas pour boucler, enfin pour prolonger le propos donc, de M. Branchi, sur l'article 73, bon, sans entrer dans les considérations politiques, je ne suis pas là pour cela, donc je parle en tant que technicien, ce qui est possible donc de faire. À l'observation, l'article 73, c'est un véritable aujourd'hui corset. On est quand même enfermé. Il y a deux éléments majeurs. Donc sur cette capacité donc d'adaptation ou d'aller plus loin, de fixer nous-mêmes les règles. C'est que vous avez à la fois un contrôle d'opportunité qui est exercé par le gouvernement, puisque la demande doit être adressée au pouvoir qui décide s'il le transforme en projet de loi ou si c'est un règlement. Et puis il y a il y a une institution avec laquelle il faut composer, c'est le Conseil constitutionnel qui contrôle les motifs de la demande. Exactement. Qui contrôle les motifs de la demande d'habilitation. Et quand on analyse la jurisprudence donc, de cette institution, aujourd'hui, il est clair qu'il faut qu'on arrive à démontrer qu'on va faire mieux. Qu'il y a bien une caractéristique ou une contrainte particulière qui justifie qu'on demande à déroger aux lois et règlements. Et quelle est la finalité de tout cela? Qu'est-ce que vous voulez faire en nous demandant à vous habiliter à déroger, à adapter les lois et règlements? Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Donc il y a un véritable contrôle des motifs qui est donc opéré par le Conseil constitutionnel sur les demandes. Donc ce sont deux verrous qui sont pour le moins qu'on ne peut pas occulter et qu'on ne peut pas prendre à la légère non plus. Il y a un exemple. Je vais laisser les collègues parler parce que je voulais quand même rebondir tout de suite là-dessus. Il y a un exemple, c'est la Corse. Et qui nous concerne d'ailleurs. Ils ont l'article 73 comme nous. Oui, Ok. bien sûr. Bon, la Corse, à un moment donné, a voulu instaurer ce qu'ils appellent une préférence locale en matière de marché public. Le Conseil constitutionnel les a censurés. Bien.
On va revenir sur la Corse tout à l'heure parce que j'aurais une question sur ça. Cette question, elle est posée dans le cadre de la crise sociale actuelle. Il y a des gens qui demandent que les collectivités accordent la préférence en matière de marché public aux entreprises martiniquaises. Ce qui n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que c'est même pas d'ailleurs français, c'est européen d'ailleurs. Ça devient l'Union européenne. Le droit de l'économie, pour aller rapidement, ne vient pas de Paris. Le droit de l'économie, de manière générale, vient de Bruxelles. Hein. Tout à fait. Bon, Charles. donc, voilà. Alors, bon, pour aller dans le sens, 80% des droits et règlements français sont issus de l'Union européenne, hein, pour aller vite. Bon, maintenant, quand on parle de droits régaliens, alors il y en a plein, hein, j'ai noté rapidement justice, défense, monnaie. Etc. Et effectivement, la République, c'est-à-dire le régime politique qui n'est pas héréditaire et qui est démocratique, gestion des affaires publiques, cette République-là, elle a pour but de faire des citoyens qui sont égaux par la loi. C'est surtout ça. Hein. Alors, bon, Zemmour, lui, il imagine une France par la nation, par le sang, par la civilisation, etc. Alors que les républicains, en fait, estiment, ou par la religion Zemmour, tandis que les républicains estiment que c'est la loi, c'est le respect de la loi, c'est les droits et devoirs des citoyens, le paiement des impôts, les contributions de tous et de chacun du point de vue de l'activité, du point de vue donc les droits, mais aussi les devoirs qui créent donc ce vivre ensemble et donc ce sentiment de citoyenneté de république. Mais je voulais ajouter un petit point en faisant rebondir les amis qui sont plus experts du point de vue de la justice, enfin du droit et du droit notamment constitutionnel que moi. Pourquoi ne pas imaginer une république, non pas une et indivisible, mais une république unie et indivisible, dans le sens où unie et indivisible, ça donnerait davantage de périmètre et de champ d'application de législation locale, de manière à permettre de faire vivre nos particularismes ou nos particularités, nos contraintes, et puis notre géographie. J'entends que la France garantit une citoyenneté à tous, mais si la loi de l'égalité réelle de M. Lurel, tu m'avais dit 2017, a été votée en 2017, c'est que l'égalité promise par la départementalisation depuis 1945, eh bien, cette égalité n'existait pas. Et il faut bien comprendre que, et ça c'est anthropologique, hein, il faut convoquer beaucoup de disciplines pour voir les raisons pour lesquelles la France veut garder ce régime institutionnel depuis les grands corps que sont le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, qui finalement, qui verrouille la Cour des comptes, qui verrouille les dispositions possibles aujourd'hui. Grâce à quoi? Ne serait-ce que grâce à la facilité qu'offre le numérique pour être en permanence en contact avec l'État profond, c'est-à-dire avec l'administration centrale, avec la possibilité qu'offre notre situation géographique. Pourquoi pas d'être en contact avec d'autres horizons qui sont l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et pourquoi pas l'Amérique du Nord. Moi, j'ai eu la chance de déjeuner, c'était dans le cadre d'une sortie scolaire, avec le commandant supérieur des forces armées anti-Guyane. Je ne me rappelle plus, je crois que c'était Combe, ou bien Combe, je ne me rappelle plus de son nom, un vice-amiral ou un contre-amiral. Et j'étais assis à côté de lui. Bon, le hasard faisait que je me suis assis à côté de lui. Et il me racontait qu'il avait fait des manœuvres dans la Caraïbe et qu'il avait rencontré un général 4 étoiles, un général américain 4 étoiles qui correspondait quasiment à ce qu'il y avait de plus élevé dans la hiérarchie militaire. Et il me disait, mais c'est extraordinaire, et figurez-vous que grâce à cette rencontre, on a pu se mettre à travailler dans des domaines que jusqu'à maintenant, il n'était pas possible d'imaginer. Et puis, il me dit que c'est lui qui avait rétabli des relations, entre guillemets, je raccourcis beaucoup pour laisser les autres parler, des relations presque diplomatiques dans la mesure où ils avaient eu une avarie. Et le port qui était le plus proche du lieu d'avarie du navire, c'était Cuba.
Et il avait donc dirigé ce navire-là vers Cuba, et il y avait eu des tractations, enfin, certainement, qui étaient davantage d'ordre mécanique et puis d'ordre de réparation du navire, mais ça avait créé un biais qui avait permis à la France d'envisager des rapports autrement plus structurants avec Cuba, etc. Donc on voit bien, par ces deux exemples-là que je viens de donner, qu'il est inimaginable de penser qu'on pourra continuer, nous, Martinique et Guadeloupe et Guyanais, et puis Réunionnais aussi, à vivre en dehors de nos horizons et de notre réalité géographique. Voilà. Ok, juste avant de te passer la parole, je voudrais demander au docteur, ça m'est venu, est-ce que nous n'aurions pas pu, nous, Martinique, délivrer des passeports ou bien pour nous permettre... pour l'instant, c'est du domaine du régalien. Hein. Oui, tout à fait, mais vous imaginez qu'aujourd'hui... C'est une question de nationalité, donc c'est l'une des fonctions régaliennes de l'État par excellence. Parce que mais délivrer des passeports à qui? Mais lorsqu'on parle de tourisme, qui mieux que nous pouvons donner peut-être des passeports aux Caribéens qui ont peut-être besoin de venir en Martinique ou bien dans la zone. Quoi. C'est une question de nationalité. C'est une fonction qui est rattachée à la souveraineté. C'est rattaché à la souveraineté. Donc, en l'état actuel des choses... Et un passeport, ça donne des devoirs et des droits. Oui, bien sûr. Ça te donne une citoyenneté. Oui. Donc, et c'est précisément, d'ailleurs, dans ce fameux article 73, ce à quoi ça renvoie. C'est-à-dire que les fameux points qui sont listés et dont on dit d'ailleurs, il y a une autre phrase qui dit, je ne la connais pas par cœur, mais qui dit en plus que cette liste n'est pas exhaustive, et elle peut être mise à jour, donc elle peut être précisée et élargie. Oui. Bon, ce qui veut dire qu'il y a déjà des points qui sont très clairement listés, la nationalité, l'armée, la justice, les droits civiques et tout ça, mais en plus l'État te dit, pour garder, comme le dit Charles Chamas, pour garder en plus encore un peu plus de marge, dit je peux, si je le souhaite, ouvrir encore mes ailes et considérer que tel domaine sur lequel vous avez peut-être envie de solliciter des adaptations ne sont pas à votre portée, en tout cas, ou des habilitations. Moi, j'aimerais quand même qu'on revienne un peu sur notre sujet de base, même si c'est très intéressant ce soir qu'on est parti, parce que il faut vraiment clarifier. Il faut vraiment clarifier les choses. Aujourd'hui, la Martinique, je crois qu'il faut le dire, la Martinique, la CTM, n'est pas en capacité d'adapter les lois relatives non pas simplement à la santé, parce qu'on peut faire des choses pour mettre en place des centres médicaux ou des choses comme ça. Oui. On a aussi des politiques vaccinales qui... Les compétences alors. D'accord. Parce que j'ai la chance aussi donc, de faire un cours de droit de la santé publique. Donc, c'est au cœur de... Et les compétences des collectivités territoriales en matière de santé sont pour le moins résiduelles. Voilà. D'accord. Donc, et or l'article 73... Favoriser, par exemple... Alors, financer, par exemple, l'ARS, oui. D'accord, parce que effectivement, on a par rapport à l'ARH qui existait avant l'ARS, effectivement, aujourd'hui, les élus de la CTM siègent au comité exécutif avec voix délibérative. Avant, c'était voix consultative. Donc, l'État use quelque part avec les collectivités en incitant ces dernières à participer au financement de la politique de santé, mais sans que ces dernières n'aient véritablement un pouvoir donc de décision, si ce n'est que de contribuer notamment aussi à mettre en place des maisons de santé pour favoriser un des éléments liés à ce droit de la protection de la santé, qui est l'accès aux soins. Donc, la collectivité peut toujours participer à la mise en place de maisons de santé on a vu ça d'ailleurs, et peut-être que ça c'est par contre une piste intéressante malgré tout, parce que avant de parler de virus et tout ça, on parlait aussi de l'accès aux soins. Oui, c'est cette question. Et tout à fait. Constitutionnellement, en effet, c'est ce droit, et on devrait d'ailleurs interpeller l'État sur ça. L'accès égal aux soins n'est pas appliqué en Martinique. Oui, parce qu'on a des déserts médicaux, notamment. On a des déserts médicaux notamment terribles. Le Nord-Caraïbe. J'ai lu, donc, pour le besoin de mon cours, j'ai lu une thèse d'un docteur. Et dans le Nord-Caraïbe, nous avons un véritable désert médical. C'est-à-dire que les gens du Nord-Caraïbe ne peuvent pas accéder à certaines professions. Enfin,
Enfin, ils ne sont pas les seuls à ne Pas pas. les seuls, mais un médecin particulièrement. généraliste, ne serait-ce que ça. C'est-à-dire que dans certaines communes, il n'y a pas de médecin généraliste, donc les personnes sont obligées de se relever très tôt pour aller dans une commune voisine, pour avoir accès, ne serait-ce qu'à une consultation spécialistes simple. notamment. Alors les spécialistes, Les spécialistes notamment. alors quand on parle de spécialistes, parce qu'on peut penser chirurgie, mais c'est l'ophtalmo, le gynécologue, enfin les choses comme ça. Et en effet, où on a des vrais déserts. Mais plus précisément, moi, c'est vrai que ce qui m'intéressait d'entendre, et je suis très contente d'avoir compris que le droit, en tout cas la santé, est donc un droit constitutionnellement Tout à fait. garanti, et que c'est sur ça que Plus c'est appuyé précisément, c'est la ce qu'on loi. appelle un objectif de valeur constitutionnelle. Et du coup, et rappeler également que, même si en effet on a bien compris que c'est très restreint et que c'est très compliqué, mais que les seuls domaines sur lesquels nous pouvons légiférer, être habilités à légiférer, à condition de donner les bons motifs par ailleurs. À intervenir Voilà, dans le domaine de la loi. voilà. Parce que Oui, c'est même pas légiférer, c'est légiférer. Oui. Mais enfin, nos lois dans ces cas-là apparaissent. Pour que les gens saisissent bien où nous en sommes exactement. Parce que je pense que c'est fondamental. Parce que j'entends même des élus dire qu'on va légiférer. Il n'est pas question de légiférer. Intervenir dans le domaine de la loi. Intervenir dans le domaine de la loi. C'est produire L'acte c'est pas une loi. Ce qui va en résulter n'est pas une loi. C'est ça. Ok. Mais ce sont des élus qui ne veulent pas changer les choses. N'empêche que... Et qui disent que nous avons déjà l'autonomie. mais n'empêche que du coup, il faut le dire que ce droit-là n'est possible, ce droit d'intervention dans le domaine de la loi n'est possible que dans les domaines sur lesquels la CTM a des compétences. Oui, pour certaines, voilà. tout à fait. Pour la plupart d'entre elles, en tout cas, c'est pour les domaines où elle a des compétences. Pour les habilitations qu'on a voilà. en matière d'énergie, en matière de transport, la Guadeloupe en matière de formation professionnelle, parce que ça, effectivement, ce sont des domaines qui relèvent déjà des compétences de nos collectivités. Alors, ce que je voudrais vous lire un paragraphe de l'article 73 que nous avons et qu'a cité tout à l'heure Mme Billet. On parlait des domaines régaliens. Alors je voulais vous les lire quand même parce que ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, on en a parlé, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état de capacité et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal. Bon, par exemple, quand on dit à un maire, mais qu'est-ce que vous faites contre la prostitution? Mais non, c'est le domaine de l'État, ça. Bon. L'hébergement d'urgence aussi, c'est du domaine de l'État. Le droit pénal, c'est pas grand-chose. La procédure pénale, la politique étrangère. Alors, nous avons quelques dispositions particulières pour la coopération régionale, mais il faut toujours demander l'accord de la France avant de signer un accord simplement avec Sainte-Lucie. Oui. En matière judiciaire. C'est un droit de participer. En quelque sorte. La monnaie, le crédit et l'échange, bien sûr. L'échange. L'échange au sens taux de change, l'échange de monnaie. Aujourd'hui, par exemple, nous avons un taux de change qui est défavorable en matière de l'euro et qui augmente le prix des carburants. On nous demande de baisser le prix des carburants, à nous élus des collectivités. Mais non. J'en profite de l'occasion pour régler quelques comptes. Non, mais on a bien Non, mais il a raison. Parce que, ainsi que le droit électoral, bien sûr. Alors, c'est ce que disait tout à l'heure Mme Bellet. Il y a cette petite phrase qui a été utilisée quelquefois contre la Nouvelle-Calédonie, etc. Bon, cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique. Tout à fait. C'est-à-dire une loi constitutionnelle. Alors, plus précisément, une loi organique, c'est une loi qui vient compléter la Constitution. Parce que la Constitution, c'est un texte qui fixe de grands principes, de grandes orientations. Elle ne rentre pas dans le détail, c'est pas son rôle, c'est pas sa vocation. Donc il y a d'autres textes qui vont venir compléter, c'est l'objet, le rôle de ce qu'on appelle les lois organiques. Voilà. Qui précise comment la Constitution peut être complétée, il faut le Congrès. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Non. Mais cette loi c'est pour organique, réviser. C'est pour réviser la Constitution qu'on convoque le Congrès. Cette loi organique, c'est très important.
ça nous ramène à un débat que nous avons eu en 2009-2010, quand on a débattu sur les mérites comparés à l'article 73-74. On a oublié une chose, c'est qu'on a voté, contrairement à ce qui a été dit, on ne votait pas pour un article, on votait pour un principe, une orientation générale, qui aurait dû être précisé sur les domaines de compétences par une loi organique. Et cette loi organique, eh bien, elle est à géométrie variable, suivant qu'on est en Polynésie ou à Saint-Martin. Oui. Le fameux à la carte. Et, Voilà. et alors, pour matérialiser, j'ai un copain, enfin un collègue, mais il s'avère que c'est aussi un copain, voire un ami. Donc, il est en Guadeloupe, il s'appelle Pierre-Yves Chicot. Et puis, il n'y a pas longtemps... Il a fait une vidéo très intéressante récemment. Là. Et récemment, je le regardais, donc sur une, je ne me rappelle pas quelle chaîne, donc je crois que ça doit être Canal 10, il me semble. Et il a utilisé une image que je trouve parfaitement géniale pour mettre tout ceci à la portée du citoyen. Pour montrer l'échelle de spécialité qu'il y a, effectivement. Il y a une échelle de spécialité au sein de l'article 74. Les choses ne sont pas claires non plus, hein. Il ne faut pas croire cela. Il utilise donc un déjeuner, l'image du déjeuner. Et il dit que Saint-Martin a pris seulement le plat de résistance. Saint-Barthélemy a pris le plat de l'entrée. Non, Saint-Martin a pris l'entrée. Saint-Barthélemy prend l'entrée plus le plat de résistance. Et puis, en Polynésie française, ils ont pris l'entrée, le plat de résistance, le dessert, le digestif, tout ce qu'il faut. Voilà, il faut bien qu'on le comprenne aussi qu'à l'intérieur de l'article 74, que tout le monde n'est pas au même niveau. Un territoire comme Saint-Martin, qui est bien du côté de l'article 74, d'accord, aujourd'hui est plus régi par le principe de l'identité législative que nous, à la limite. Puisqu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de mentionner dans une loi, et c'est le cas pour les collectivités régies par 74, pour que la loi s'applique chez eux, il faut qu'il y ait une mention, que ce soit mentionné de manière expresse dans la loi. Et on n'a plus besoin de le faire aujourd'hui pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Donc, ils sont comme nous. Et le plus, j'ai envie de dire le must dans tout cela, c'est que, normalement, quand on est régi par l'article 73, ce n'est pas systématique, hein, mais normalement, on est RUP au niveau de l'Union européenne. Avec la conséquence, c'est que le droit de l'Union européenne s'applique chez nous de manière intégrale et nous bénéficions des fonds structurels. Quand on est dans l'article 74, normalement, on n'est pas RUP, on est PTOM, Pays et Territoire d'Outre-mer, où le droit de l'Union européenne ne s'applique pas et on ne bénéficie pas des fonds structurels, on bénéficie d'autres fonds, d'accord, par un fonds européen qui s'appelle la FED. Donc, mais voilà le schéma normal. Saint-Martin, bien qu'étant du côté de 74, est une RUP. Tout à fait. D'accord. Mais il a fallu une disposition particulière. Tout à fait. Ça n'a pas été fait facilement. Hein. Donc voilà, les choses ne sont pas, vous voyez, les choses ne sont pas figées. Il faut qu'on analyse au cas par cas et de voir ce qui est possible de faire. En tout cas, aujourd'hui, l'enjeu, tant qu'on sera dans l'article 73, c'est qu'il faut qu'on se mette, et j'ai eu l'occasion de dire ça à un élu il n'y a pas longtemps qui m'a consulté, je lui ai fait une note, et ce matin, j'en parlais de cela avec des élus, dans le cadre d'une consultation que j'ai faite, il faut qu'on se mette à travailler sur une notion, si on veut que nos demandes aboutissent, sur la notion de caractéristiques et contraintes particulières. Il faut qu'on se mette à travailler, qu'est-ce qui caractérise cette société martiniquaise au point que nous soyons amenés à demander, à déroger. Et c'est là l'enjeu aujourd'hui et ce sur quoi nous devons nous concentrer. Si on obtient l'article 74 à la Martinique, ce sera mieux pour nous? Ce sera mieux, mais encore, quel 74 Voilà. Surtout pas celui qui a pris l'entrée. Seulement. Oui. Donc, Non, mais peut-être comme Saint-Barth, peut-être comme Saint-Barth. À la limite Saint-Barth, et puis si on veut aller jusqu'au bout, il faut choisir. C'est intéressant parce que du coup, en général, quand on prend entrée, plat, dessert, vin et tout ça, ça coûte plus cher. Est-ce que ça leur coûte cher? Ça coûte plus cher, ça évidemment. Coûte, voilà. On a plus de responsabilités. Bon, mais est-ce qu'ils en payent le prix? Et c'est peut-être une balance sur je sais pas la si Nouvelle-Calédonie. Mais est-ce qu'il y a des différents fondamentalement entre nous et puis la Nouvelle-Calédonie, enfin les sociétés du Pacifique? C'est quelque chose que dit Glissant dans son ouvrage, un de ses ouvrages majeurs, le discours antillais. Il dit que nous n'avons pas d'arrière-pays culturel. Et c'est ce qui explique que ces territoires, on n'a jamais envisagé
de faire de ces territoires des départements d'outre-mer. On les a toujours conçus de manière différente, compte tenu du fait que ces sociétés existaient lorsque le Ils ont colon été est arrivé. colonisés. D'accord, ils ont été d'accord. Alors que nous avons été créés dans le cadre du processus de colonisation. à fait. Donc il y a cet élément, donc cette idée d'arrière-pays culturel, que c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Glissant qui le dit, donc qui permet de comprendre les différences que l'on peut observer. D'ailleurs, il y a des coutumes encore qui Exactement. fonctionnent là-bas. Et du droit Et coutumier. du droit coutumier. Du droit Exactement, du Glissant. droit coutumier. Glissant disait, je peux faire appel à un souvenir. Oui. Quand Glissant participait au congrès de la GEM, auquel j'ai participé, La gemme, oui, c'est. il disait aux jeunes Jeunesse. militants que nous étions, qui étions fougueux et qui militaient, que notre génération s'est mise à militer en prenant l'exemple de Cuba et de l'Algérie. Rapproche-toi de micro, s'il te plaît. Bon, il nous disait attention, ce que dit le professeur. Il disait, l'Algérie, il y avait une nation algérienne avant Tout à la fait. colonisation. Exactement. Ce que nie d'ailleurs aujourd'hui Zemmour, pas une nation en Algérie. Hein. Bon. Nulle part. donc. Nulle part. Bon. Seule la France et les Gaulois, On va au chapitre. Ouais. on doit au chapitre des nations. Hein. Bon, les autres n'ont pas de nation. Nous, et Glissant se rapprochait d'ailleurs de ce que je ne peux pas nommer un philosophe martiniquais qui est peu connu mais qui est important sur cette question-là, la question nationale. C'est René Ménil. Oui. Ah oui. René Ménil. Nation, ça nous a créé des débats invraisemblables avec des nuits entières. Mais nous avons d'autres sujets. Hein, Mais parce qu'on va passer- je termine. Oui. Ce que Glissant et René Ménil disent, nous sommes des nations en formation. On dit, nous sommes en train, c'est dans la colonisation que nous sommes en train de créer la nation. Alors, pour terminer. Juste préciser, quand Glissant parle effectivement de nation atavique, il veut parler d'une relation transcendantale. Verticale, oui. Voilà, une relation transcendantale avec une logique, un territoire, un peuplement, une langue, un imaginaire, ce qui est déjà là, qui fait bloc. Et il parle de nous comme étant des nations composites. Et les nations composites, je le lis, hein, l'identité composite est étrangement plus singulière. Pour apprendre l'exemple entier, la peau vient d'Afrique, la cuisine est fondée sur une valeur française, mais elle utilise le curry, elle vient d'Inde, les produits locaux se mélangent avec le riz, ne poussent pas aux Antilles, le droit est latin, la langue est française, les maladies et le climat sont américains. Et puis, il y a des apports de toutes les communautés. Les racines, donc nous avons des racines en rhizome. Voilà. C'est ça l'expression. Exactement, racine en rhizome. Sur les Et donc, toutes les communautés, moi je suis d'origine syrienne, bon, et voilà, et c'est ça qui fait. Et donc, ce que disait Michel Branchier est vrai, la construction est en train de se faire, là. Et d'ailleurs, on parle de créole, mais toutes les sociétés, y compris la société française, est créole, parce que la langue française, elle n'a pas été française d'un coup, elle s'est composée de plusieurs langages, enfin les Alamans, les Burgonds, les Saxons, les Francs, les Ostrogoths, les Visigoths, etc. Et donc cette langue a construit un créole, et ce créole-là a donné donc le français qui s'est formaté autour de l'Académie française, etc. Mais c'est exactement le même, plus lointain que notre créole à nous. Et ce n'est pas par hasard si ces derniers temps Mélenchon se rallie à la créolisation. Parce qu'il a dit, ça fait fort longtemps, j'avais dit ça il y a très longtemps, que la France est une pure invention. Et oui. Il n'y a pas de racine, c'est une pure invention sous un contrat qu'est la République. Puisque l'image que l'on peut avoir de la République, c'est l'image d'un Troie où des gens d'horizons donc différents se réunissent sur un même Troie. Et donc tout ce qui peut nous diviser, c'est relégué dans la sphère privée. Mais voilà, tous on a vocation à être sous ce même Troie. Et attention à la pureté. La pureté recherchée par Zemmour, c'est Heidegger, c'est Hitler. La pureté, c'est une notion qui est dangereuse. Et qui est totalement fausse d'ailleurs. Voilà. Je vous invite à lire Louis Biologiquement, Quintana Mursi. Biologiquement, oui.
Luis Quintana Murci qui est en ce moment, qui a sorti un livre qui fait des analyses depuis près de 10 ans sur un certain nombre de sujets, et notamment sur les origines génétiques. Donc c'est un généticien et qui fait aujourd'hui qui a sorti un vrai livre et qui explique évidemment les migrations et qui montre naturellement, mais ça, seul Zemmour pourra le nier, mais que nous sortons tous d'Afrique, que les migrations se sont organisées sur le territoire, sont venues, sont revenues, et il explique de façon génétique, en disant d'ailleurs par ailleurs, que vraiment la preuve aujourd'hui de ces migrations sortant d'une terre-mère, parce que l'Afrique est le territoire le plus émergé, le plus grand émergé de la planète, contrairement d'ailleurs à ce que l'on voit sur une carte, et il vient contredire, et d'ailleurs quand il a été interviewé, il a fait cette référence à Zemmour en disant mais c'est d'une bêtise et d'une hérésie totalement folle, parce que l'humanité, qu'on le veuille ou pas, même si les phénotypes sont différents, vient de la même source. Voilà. Mais il faut qu'on fasse très attention, en effet, à ce type de discours, et qu'on remette, oui, un certain nombre de valeurs à l'ordre du jour. C'est pourquoi nous utilisons le terme de néo-fascisme. Nous allons passer Alors, à un autre sujet parce juste que vraiment, là, on le va faire livre que ce s'appelle, sujet. d'ailleurs le livre de Luis Quintana Murci, je l'avais pris s'appelle Le peuple des humains sur les traces génétiques des migrations, Alors, métissage. Est-ce que tu peux épeler, s'il te plaît? Alors, j'ai noté. Luis, Louis. L, UIS, Ah oui. Quintana, Quintana, Oui. Murci, MURCI. Le peuple des humains. Le peuple des humains. D'accord. Sur les traces génétiques des migrations, métissage et adaptation. Et pour finir, les phénotypes ne disent rien. C'est le génotype qui est important. Et vous savez, les deux ethnies qui sont les plus éloignés, ce sont les Mélanésiens et les Africains. Et pourtant, ce sont des peuples noirs. Alors, très rapidement, comme tu es quelqu'un de très gentil, explique rapidement ce que ça veut dire, les deux termes que tu viens d'employer. Le phénotype, c'est l'apparence, la couleur des yeux, la couleur de la peau, la texture des cheveux, etc. Et le génotype, il est dans la composition des gènes, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus structurant. Et donc, Dans l'ADN. Dans l'ADN. Et puis avec qui on s'est mélangé. Voilà. Avec qui d'ailleurs, je ne sais pas si on pourrait dire ça, mais presque les races ont été mélangées au sens où entre les Homo sapiens, les Absolument. Voilà. Et donc, les Africains sont remontés au Moyen-Orient, et puis ils sont passés par l'Asie, ils sont redescendus en Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc. Et donc, il y a une trace de plusieurs mélanges, mais en redescendant, Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc., eh bien, le soleil a fait que ces personnes qui certainement ont changé de phénotype en éclaircissant quand ils sont allés dans les pays tempérés, se sont de nouveau devenus sombres du point de vue de la couleur de peau, alors que les Africains qui sont restés en Afrique ont toujours été sombres, mais ils ne partagent plus du tout d'ADN. Enfin, les ADN sont très éloignés. Et les Africains sont très proches du point de vue de l'ADN avec les Européens. Parce que c'est la porte à côté. C'est la porte à côté. D'accord. Donc, le racisme est vraiment une bêtise intellectuelle. C'est une création. Voilà, c'est d'ailleurs une création pour permettre aux uns de dominer les autres. Parce que c'était très pratique de classer les gens en fonction de la couleur de peau, puisqu'on pouvait avoir un prétexte pour les dominer. Voilà. C'est ça. Très bien. On passe à un autre sujet, messieurs, mais juste on va parler de la Nouvelle-Calédonie, de ce référendum en Nouvelle-Calédonie. Oui, ça... Moi, enfin, pardonne-moi, mais vraiment... Tu as parlé de bêtises tout à l'heure. Je pense que c'est une faute politique. C'est plus tout à une fait. bêtise. Alors, c'est une faute politique. Je pense que c'est une faute C'est une politique. erreur, oui. Cet entêtement à vouloir maintenir Ce référendum. ça va compliquer les relations entre mais elles la sont pas Nouvelle-Calédonie et la Alors, En fait, ce que l'on sait sur la Nouvelle-Calédonie, quoi qu'il en soit, c'est que dans ces cas-là, ça ne finira pas. Les accords... Vas-y, pause. Chaque fois que moi je parle... Non, je... Grégory, s'il te plaît, passe-moi. Eh bien, moi, j'en pense que 90% de oui. Excuse-moi, il a dit dans 10 ans, ça fait plus que 10 ans quand même. Ah oui, ça fait. Les soirs de Matignon là, ça fait plus que 10 ans. Il me Qui semble. est-ce qui a dit 10 ans? Là, Non, c'était lui, Rocard. Rocard, il Non, parlait mais ça de c'est 10 ans. 1988. Non, mais il y avait, eu oui, il y en a eu 88, plusieurs, mais il y a eu Il y a au moins 30 ans. Rocard, Voilà. puis Jospin qui C'est est des venu accords là. consolider. C'est quelle année? Ça c'est l'accord Ça, de c'est- Matignon. L'accord de Matignon, 1988. 88. 88. Oui, Il venait, 88. Et donc, 90% de oui,
mais pour 60% d'abstention. Comment comprendre, comment donner une interprétation à ce vote qui en fait n'en a pas? Alors, la question aussi... Oui. Pardon, Enfin, il n'y a pas de légitimité. Il n'y a pas de légitimité du tout. Mais la question aussi que je me pose, pourquoi avoir demandé aux Calédoniens, pourquoi avoir fait un référendum aussi lointain depuis 88? C'était Ensuite, quelque chose de négocié. Pourquoi 3 référendums? Parce que c'était Parce des que étapes. c'était ce qui est prévu dans l'accord de Nouméa. Il devait y avoir 3 référendums, d'accord? Oui. Alors, au bout de ces 3 référendums, Voilà. d'accord, on devrait donc décider quel serait le sort. Soit, effectivement, la Nouvelle-Calédonie accéder à la pleine souveraineté. Maintenant, il s'agira de négocier un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie. C'est Mais pas est-ce que fini, ce hein. n'était pas... Mais Non, est-ce que, mais est-ce- là, tu as pris les accords De Matignon. de Matignon en 88. Voilà, mais on suivit les accords de Nouméa, Nouméa d'accord. avec Lionel Jospin. Qui ont donné lieu à la révision de la Constitution. Voilà. Et tout cela donc, D'accord. a donné lieu à un titre, le titre 13 est consacré uniquement à la Nouvelle-Calédonie de la Constitution. Alors, est-ce que ce le n'est pas fondement- juste je demande juste ça, non, juste je vais- ça, non, juste je ça. fais une phrase. Est-ce que ce n'était pas pour entre-temps permettre à plus de Français de France à la Nouvelle-Calédonie pour ce référendum final? Ta La question mérite d'être Est-ce posée. que je Ta peux question Est-ce que est- je oui, peux pardon. Est-ce que je peux Laissons Est-ce que je bien peux actrice parler parce que... Oui, parce que hein, Oui. quand même. Je vais pas machin, mais là, je décompte le temps. On n'est pas Non en mais, période non, politique, mais, là. non, mais ta première question était intéressante et je crois qu'il faut y revenir. La particularité de la Nouvelle-Calédonie et du processus d'origine, des 2 processus d'ailleurs, de Matignon et de Nouméa, était déjà l'accord des partis. Michon. L'accord. Oui, oui, bien sûr. Bon. Avec Donc était Jean-Marie basé Tchibar, sur le on fait dit que ça, tout au long du processus, les camps, pour les appeler comme ça, donc indépendantistes FLNKS et loyalistes, d'accord, devaient être d'accord sur les timings, sur les moments, sur le comment, sur ce qui allait être écrit, allait être modifié et tout ça. Donc, là, le FLNKS dit, en tout cas les indépendantistes disent, attention, nous on estime que nous n'avons pas pu entre les 2 derniers référendums faire campagne parce que la période sanitaire ne le permettait pas. Or, nous pensons définitivement qu'il faut aller vers nos compatriotes pour leur expliquer, pour leur démontrer, pour leur En tenant compte du présenter... résultat du dernier référendum. Qui a montré c'est ça. une forte progression par ailleurs. Et ils disent à l'État, messieurs, là aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à aller sur ce référendum parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une date à laquelle on va aux urnes, mais de tout un processus pédagogique que nous n'avons pas été en capacité de mettre en œuvre pendant cette période. Et là, l'État, étonnamment, au lieu de se dire l'esprit des accords de Nouméa, c'était quand même justement cet accord, il faut qu'on se pose et il faut qu'on discute avec les partis, ferme la porte de toute discussion et dit que vous le vouliez ou pas, ce référendum se fera et il viendra, et c'est là où c'est un grave comme entêtement, il viendra quelque part dans les propos que l'on a entendus du gouvernement, clore définitivement la question de l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. Mais tout à l'heure, on en a parlé. La particularité de la Nouvelle-Calédonie, c'est déjà un territoire colonisé après la Révolution française. Michel Branchier en a parlé. La particularité quand même de cet axe des gens qui sont révolutionnaires et qui vont lutter pour l'égalité et tout ça, mais qui arrivent quand même à venir prendre la culture, les territoires et tout ça. 89, c'est une révolution bourgeoise. Bien sûr. Mais dans les symboles, démocratique. Dans les symboles, ça a quelque chose de particulier. Et pas la révolution populaire, la Nouvelle-Calédonie, donc je crois que c'est 1858, et donc c'est un peuple qui, comme on l'a expliqué tout à l'heure, existe avec des coutumes particulières qui existaient déjà et qui de toute façon, et c'est ce que on peut craindre, va continuer à revendiquer sa capacité et son droit à l'autodétermination et au choix. Et donc, à mon avis,
là, peut-être que le gouvernement, pour clore une séance, fait semblant d'ignorer ce que ça va générer de tensions en Nouvelle-Calédonie, mais il va y avoir des tensions. Et il faut rappeler quand même aux téléspectateurs qu'en Nouvelle-Calédonie, ces questions-là se sont parfois terminées par la mort, et que c'est ce qui d'ailleurs avait amené... La Côte d'Ouvert. Tout à fait. Oui. Donc il y a des moments où la tension peut être suffisamment forte. Et puis je dirais, parce que là Rocard en parle, mais au-delà de tout, finalement, au-delà aussi de cette conscience nationale qui peut être la leur et de cette conscience culturelle, il y a aussi un fort besoin d'égalité. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, sur nos territoires, et la Nouvelle-Calédonie en fait partie, mais les inégalités sont criantes. Et la fameuse promesse républicaine qui, justement, est mise dans les textes, les constitutions, nous ne l'avons pas, et c'est ce que nous réclamons. Et pour abonder dans le sens que Béatrice Bellé dit, les Caldoches sont bien évidemment mieux équipés en outils de communication, Internet, etc. Les Kanaks, il faut aller dans les tribus. Alors, les Caldoches, c'est qui? Les Caldoches, c'est les Blancs. Les Blancs. Alors, bon, on a majoritairement d'origine blanche, mais enfin, il y a des métis, mais on a vu principalement les populations d'origine européenne aller voter. Les Kanaks, ils vivent dans des tribus, ils sont un petit peu à l'écart, dans des villages, etc. Il faut aller les démarcher pour leur expliquer l'intérêt de ce référendum-là. Ça n'était pas possible avec la crise sanitaire, et donc il y avait des raisons légitimes pour la France de reculer cette consultation-là. Mais elle a refusé. Mais moi, je pense que ce refus-là ne vient pas uniquement de la considération de la situation territoriale interne à la Nouvelle-Calédonie. Oui. Je finis. Je pense que il y a la zone. Et la France a besoin de remettre un pied dans cette... C'est géopolitique, ça. Absolument, par rapport aux ambitions chinoises qui n'arrêtent pas de gagner, qui n'arrêtent pas de conquérir des espaces maritimes. Le nickel des et le transport. parts de marché, le transport, mais aussi en construisant des îlots artificiels de manière à gagner des zones économiques exclusives. Et puis la France a subi un camouflet de l'Australie. Et je crois vraiment que la France a besoin de se refaire une santé dans sa présence géostratégique dans cette région-là. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement français et le gouvernement a maintenu cette consultation-là, parce qu'ils ont besoin... En fait, les Kanaks ont payé les ambitions géopolitiques, géostratégiques de la France dans la région. C'est mon analyse. En ce moment. Non, c'est une bonne analyse. Il y a une phrase d'Emmanuel Macron qui est tout à fait expressif sur ce point. Je crois qu'il a dit que la France n'est plus belle, sans la Nouvelle-Calédonie. Cette phrase est expressive sur l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie pour la France. Mais ça reste quand même là, je pense que c'est très important ce que Charles vient de dire, c'est-à-dire que en ce moment particulièrement, les intérêts notamment maritimes, le nickel, parce qu'il y a une question qui se pose, si la Nouvelle-Calédonie a l'indépendance et de Nouvelle-Calédonie. Faisons le tour, Michel. Oui, non, je vais être bref parce que ce qu'a dit le professeur, c'est ce que j'allais citer. La réaction d'Emmanuel Macron, c'est de dire la France est plus belle car la Nouvelle-Calédonie a décidé d'y rester, tout en déplorant un contexte de forte attention. Bon. Autrement dit, la décision a été prise bien avant le référendum, de l'imposer tout en sachant que le résultat était celui-là. Et puis alors, c'est là qu'on renoue, à mon avis, avec les réflexions, on parle de géopolitique, de géostratégie. On aurait pu parler de la même chose avec le début de la prise de pouvoir du général de Gaulle vis-à-vis de l'Algérie et du pétrole. OK ? Bon, jusqu'au moment où de Gaulle s'est rendu compte que ce n'était pas possible de gagner la guerre et qu'il a changé de politique. Vous savez qu'il y a eu 2 accords d'Évian. Bon. Il y a eu un premier accord d'Évian où la France n'avait pas accordé l'indépendance à la totalité du territoire algérien parce qu'il voulait garder Tamanrasset, c'était la bordure sud du territoire algérien où il y avait beaucoup de pétrole. Les Algériens n'ont pas question. Il y a eu un deuxième accord d'Évian qui réintégrait cette... Bon, voilà, donc il y a de toutes les façons toujours une lecture géopolitique et géostratégique derrière les comportements des États. Le deuxième truc, c'est que c'est une politique qui remonte à loin. Elle remonte à un ministre de l'Outre-mer qui s'appelait Pierre Messmer, qui a dit que le problème colonial sera supprimé quand on parle le fait de faire de la Nouvelle-Calédonie et de toutes les colonies d'ailleurs
nous sommes visés aussi des colonies de peuplement. Tout à fait. Oui. Autrement dit, Mesmer a dit ça. Hein. Oui, oui, oui. bon, Cette phrase, je l'avais déjà lue. autrement J'avais déjà dit, lu cette phrase. ce que Césaire avait dénoncé, hein, Le le génocide génocide par par substitution. substitution, bon, aujourd'hui, il y a un calcul cynique qui est fait par la France, même s'il y a des troubles en Nouvelle-Calédonie, étant donné le rapport de force Ou en démographique. Martinique ou en Guadeloupe, Et alors, C'est pas en le même. Nouvelle-Calédonie, non, le cas n'est pas le même. pour l'instant. Non, le cas n'est pas le même. Le cas n'est pas le même. En Nouvelle-Calédonie, vu le rapport démographique qui donne la majorité aux non-calédoniens, parce qu'il y a non seulement, les colons d'origine européenne, mais il y a aussi des Wallisiens, des gens qui viennent du Vietnam, de la Chine, etc., etc. Bon, encore que, au dernier référendum, les analyses montrent qu'il n'y a pas que les Kanaks qui ont voté pour l'indépendance. Hein. Il y a une partie, et même une partie des Caldoches. Et même, bon, puisque là, il y a une progression, au précédent référendum, celui de 2020. Bon, le non, c'est-à-dire On partit avec le non à l'indépendance, 85%, c'était 53,3%, et au référendum celui de 2016, 53%, et celui de 2020, 56,7%. Autrement dit, donc c'est exactement l'inverse, excusez-moi, 56,3% et 53%. Donc ce qui veut dire que le oui avait progressé. Autrement dit, il n'y a pas que les Kanaks qui se sont ralliés à l'indépendance. Oui. Et c'est pour ça que à l'époque, nous avions écrit dans Justice que le temps travaillait pour les Kanaks. Bien sûr. Ouais. Enfin, pour la cause d'émancipation. La cause Alors, d'émancipation. Alors, je vous propose d'écouter un autre sujet, enfin très court aussi, s'il te plaît, Grégory. À l'heure où dans le monde entier, le processus de décolonisation s'achève, à la même heure, à la Martinique, un processus tout autre est commencé et va bon train, et c'est un processus de recolonisation. Et oui, Martiniquaises et Martiniquais, le processus est commencé. Regardez vos plages, regardez vos rues, regardez vos administrations, regardez les banques, regardez les grands magasins, regardez les grandes surfaces, regardez la préfecture. Parfois, c'est en vain que vous chercherez une tache de couleur, une tache sombre dans le paysage. Tout est blanc. Tout est blanc. Il ne s'agit pas de racisme. Il s'agit de l'équilibre d'une société menacée. Menacée dans son être. Menacée dans sa vitalité. Menacée dans son identité, menacée dans sa survie. Je vous le dis, attention, Martiniquais, prenez garde. Ouais. Mais Césaire, alors est-ce que ça ne rappelle pas un petit peu la Nouvelle-Calédonie? Tout à fait. Quelque part. Oui. Tout à fait. Alors, Il y a des similitudes, oui. je me souviens personnellement, je m'excuse de quelquefois faire appel à des souvenirs personnels, mais j'étais dans la cour de la mairie de Fort-de-France quand Césaire a prononcé ce discours. Il avait été précédé d'un discours à caractère économique de Pierre Aliquer. Je vais dire après pourquoi je parle de Pierre Aliquer. Mais c'est dans la cour de Fort-de-France, il me semble que c'est le jour où il a prononcé le fameux discours des 3 voies et des 5 libertés. Les 5 libertés, oui. Ok. Bon. Et où il a expliqué, en gros, les 3 voies, c'est la départementalisation et l'assimilation. Voilà. Bon, avec ses variantes, hein, départementalisation adaptée, départementalisation, etc. Bon, bref, toutes les variantes que la départementalisation, y compris adaptée, l'adaptation législative 73, bon. Bon, ok, bon. Ensuite, l'indépendance L'autonomie. et l'autonomie. Et il avait défini que la voie martiniquaise, c'était l'autonomie. Bon. C'est la lucidité de Césaire je reviens à ce que nous avons dit tout à l'heure sur le fait que nous sommes une nation en formation.
Autrement dit, nous n'avons pas. Alors, je me fais référence à René Ménil, parce que les deux pensées évoluaient parallèlement et c'était des amis aussi. René Ménil disait, lui, la même chose en disant la nation n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Ça me fait penser à une phrase que j'aime beaucoup, c'est de Kierkegaard, et qui dit que l'origine n'est pas derrière nous, mais devant nous. Ouais. Donc, mais alors, et je crois qu'on devrait adopter. Alors, bien sûr, phrase. à l'époque, les nationalistes purs et durs, quand nous étions à la GEM, à l'OJAM, etc., on disait que c'était timoré. Pusillanime. Mais C'est-à-dire que c'était pas assez fort. C'était édulcoré. Mais il y a deux événements qui donnent raison, rétrospectivement, à ces deux-là. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. C'est le référendum de 2003. On a refusé, on a proposé l'Assemblée unique. On a dit non. On a dit non. Et puis celui de 2010, du on a 10 janvier, proposé du l'autonomie 10 janvier, et on a dit non. Non, mais sur ça, Michel, et tout le monde, en fait, hein, est-ce que véritablement on avait bien expliqué à la population martiniquaise les choses? Est-ce que tous les partis... Non, mais ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, il y a une question de temps et qu'on est peut-être un peu pressé, mais qu'il y a des choses qui vont s'installer dans le temps et que chaque pas qui est franchi est un pas finalement de pédagogie et que peut-être si que on parfois... dit pas les choses, Non, mais Béatrice. nos références, en fait, c'est pour ça que tout à l'heure on parlait, encore une fois, je parle de la Nouvelle-Calédonie. Le temps qui a installé les coutumes, le sentiment d'appartenance, la transmission chez un certain nombre de peuples, dans certains peuples, nous ne l'avons pas. Et les personnes peuvent être, des gens peuvent être surpris, mais la réalité c'est que nous sommes du coup, si on se qualifie de peuple, un peuple jeune qui a 200 et quelques années. Et à l'échelle de l'histoire et du monde, ce n'est pas beaucoup. Et donc il faut que nous ayons par contre une certaine magnanimité avec nous-mêmes, parce qu'en fait, il faut aussi du temps pour construire le sentiment d'appartenance, il faut aussi du temps pour construire le destin, le sentiment de destin commun. C'est ce que les générations, les unes après les autres, essayent d'emmener, ou parfois de retirer. Mais en tout cas, je crois qu'il faut faire montre de patience. On est peut-être de plus en plus informés, donc c'est bien. On a de plus en plus conscience de ce qui se passe à travers le monde, donc ça accélère les choses, mais la compréhension, elle viendra aussi de l'intérêt qu'on y met, parce que les personnes aussi, il ne faut pas toujours se dire est-ce que c'est de la faute de celui qui n'a pas dit, c'est aussi parfois de la faute de celui qui n'écoute pas. Voilà. Alors, est-ce que le moratoire de 81 de Césaire n'est pas déjà largement dépassé, quoi? Quand on voit tout ce qui se passe là, on peut se poser ce genre de questions, Charles. Alors, je voudrais rebondir. Tu sais, la conscientisation, c'est quoi? On a eu de la Martinique, hein. Glissant, Césaire, Fanon, ce sont des gens qui ont contribué. En Guadeloupe, ils ont eu Pépin, comment s'appelle la dame qui a... oui, Maryse Condé. Maryse Condé. Ce sont des personnes. Et puis, on a bien évidemment, enfin, je parle de... Thiémile, moi, c'est mon chanteur... mais il y a... Thiémile, tu es assimilationniste, hein? Ah bon? En tout cas, il chantait très bien. Il y a eu aussi l'autre là, Mona, etc. Et donc, toutes ces personnes ont constitué, ont construit un univers qui, à mon sens, fait de plus en plus sens, à mon avis. Et aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre des parents parler créole à leurs enfants, alors que ça n'était pas envisageable il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Donc ça progresse. Alors concernant le moratoire, le moratoire, il ne s'agit pas de savoir si Césaire avait raison ou pas de le poser, il s'agit de savoir si la Martinique et le Martiniquais sont prêts à le revoir ou pas. Et c'est une question de maturité, et c'est une question de conscientisation, c'est une question de proposition aussi. De proposition, effectivement, mais de conscientisation et de compréhension des différents paramètres qu'il faut analyser. On ne peut pas dire que le Martiniquais n'est pas politisé. Je veux dire, quand on a regardé les dernières élections, il y avait quand même 40%. La Martinique a eu un sursaut de participation.
Bertrand, je ne me rappelle pas du taux de participation, mais le Martiniquais est politisé. Enfin, la Martinique a voté 30% plus. ou... La Martinique a voté plus que de nombreuses régions françaises. Ah, pour 2010, Oui, pour tu veux 2000, dire. Ah, oui. d'accord. Tu parles de 2021. 21. Ah, 2021 Pour 2021. Non, premier tour 30%, Voilà. deuxième tour 41%. Voilà, 41%, c'est quand même pas mal. Et pour dire Non, que c'est si ça. le Martiniquais est politisé, eh bien, il faut, comme on fait aujourd'hui ici, mettre les débats de fond sur la scène martiniquaise de manière à les tenir informés des différentes problématiques et des différents choix. Et des propositions. Mais également, je pense que politiquement, parce que c'est aussi ce qui, par contre, est peut-être porté différemment, mais du rêve qu'on se fait de la Martinique sous un angle ou sous un autre, c'est-à-dire que pour partager l'idéal, encore faut-il le décrire, aujourd'hui, et moi je m'en suis rendu compte quand même peut-être un peu plus là, de façon un peu plus récente, et j'observe quand même aussi ce qui se dit et ce qui se fait politiquement sur la question du statut, mais à aucun moment réellement, au final, on a réussi à dresser l'imaginaire que l'on peut se concevoir de façon aisée, de ce à quoi on veut arriver. On ne dit pas pourquoi, le fameux motif. En même temps, c'est vrai qu'on doit le dire à notre propre population. Pourquoi ? Pourquoi on veut plus ? Pourquoi on veut mieux ? À quoi on veut arriver ? À quel type d'égalité, à quel type de société on veut aspirer ? Et tant qu'on n'arrivera pas à permettre aux personnes de se créer l'image de cette Martinique idéale, on n'arrivera pas non plus à les faire adhérer, Docteur en tout cas à nos souhaits. Alors, j'adhère à l'idée que nous sommes un jeune peuple. Bon, si on considère que nous sommes nés en 1848, à l'échelle du temps, c'est rien. Nous sommes un jeune peuple, donc nous avançons en cheminant. Mais nous sommes quand même ancrés en 2021. Et j'observe que, néanmoins, même si nous sommes un jeune peuple, que nous sommes happés par la modernité. Et cette modernité, est marquée du sceau de l'individualisme. Et si on observe comment notre société fonctionne, c'est une société, je pense nous avons deux problèmes majeurs, c'est l'individualisme et le corporatisme. Autant d'éléments qui vont à l'encontre d'une idée, d'un esprit commun, de construire quelque chose de commun. Et je vois que sur notre agenda du jour, il y a l'histoire du syndicalisme. Donc je ferai un parallèle avec ce que j'observais, le devenir des syndicats. Aujourd'hui, est plus que jamais une question problématique. On voit bien une désaffection, donc, de ce point de vue, comme on peut l'observer pour le monde politique. Mais le pire est peut-être à venir, parce que déjà, tout le monde pense que je n'ai pas besoin d'un syndicat, puisque dans le monde du travail, dans le droit du travail, il y a deux aspects. Il y a les relations individuelles, par le biais du contrat, et puis il y a les relations collectives, par le biais donc des instances représentatives. Mais cette dimension individuelle prend le pas, donc du fait que chacun espère aller négocier auprès de son employeur des avantages pour lui-même. Et puis, il y a quelque chose donc, qui vraiment... je pense qu'on devrait commencer à y réfléchir, c'est l'impact du télétravail sur la dimension collective dans le monde du travail. Parce que le télétravail, on est en train donc de l'éprouver aujourd'hui, circonstances obligent, d'accord, à cause de la Covid. Mais je pense que ce mode de fonctionnement va s'installer durablement et nécessairement impacter la dimension collective dans le monde du travail et par conséquent les syndicats. Juste un mot pour continuer. Dépolitisation. Effectivement, j'avais parlé de lumpenproletaria et Michel Branchi avait voulu réagir dessus. Dépolitisation totale de personnes qui sont prêtes à défendre leurs propres idées et puis ils sont pas construits, donc ils font tout n'importe quoi. Désyndicalisation aussi. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire surtout que il n'y a pas une lecture commune de la réalité et il y a une transformation de la syndicalisation en syndicratie. C'est-à-dire que les activistes, entre guillemets, les syndicalistes, ils sont de moins en moins nombreux, ils sont de moins en moins représentatifs. Je crois que dans 5%. Voilà, 5% dans le monde de l'éducation nationale, enfin des fonctionnaires, c'est à peu près ça. Dans le privé, je crois que c'est 12%. Mais les représentants syndicaux, ils sont de plus en plus ténueux et de plus en plus arc-boutés sur des revendications
absolue, tout simplement parce que ils n'ont pas une base suffisante derrière pour leur permettre d'aller négocier en force. Mais c'est dû aussi au mode de financement. C'est dû dû aussi au mode de financement. Et puis, ce qu'il faut rajouter, c'est que avant, il y avait aussi peut-être la force des accords de branche, par contre, qui faisait qu'en effet, il y avait une réunion de syndicalisme et de syndicalistes, et parfois même des intersyndicales qui devenaient puissants dans des branches, et que l'évolution, notamment là sous les gouvernements Macron, a fait qu'on permet maintenant des accords d'entreprise qui sont en capacité, ce qui n'était pas possible dans le droit avant, de venir modifier, changer les droits applicables à la branche pour faire des accords d'entreprise déroger, voilà, pour faire des accords particuliers. Et là, on est en train de retirer toute la force de négociation qui peut être celle justement de la mise en commun. Tout ce qui faisait que vous vous sentiez que vous étiez une figure de quelque chose. Voilà. Un rassemblement. Une figure d'une classe, tout ce qui d'une faisait... branche. Aujourd'hui, les accords peuvent être conclus au niveau des entreprises. Quoi de mieux pour singulariser? Tout ce qui faisait de l'éducation populaire, en fait. Cette conscience, quand on se considère on se considère exploité quelque part, de cette conscience que se mettre ensemble va nous permettre d'avancer mieux. C'est ce qu'on appelle l'éducation populaire. Michel, oui, exactement. Non, mais ce que vous avez dit là... N'oublie pas qu'il faut nous parler de l'histoire du syndicalisme aussi. Mais je crois qu'on a abordé déjà, par la dynamique même de la discussion, nous abordons même la question syndicale. Mais bon, quelques observations quand même. Bon, d'abord sur le moratoire et conscientisation. Je pense que ce que nous pensons en tout cas, ce que nous essayons de mettre en œuvre en se battant sur le terrain des idées, c'est que c'est par l'expérimentation et et ce que nous vivons maintenant précisément que les Martiniquais vont comprendre la nécessité de faire un pas vers la responsabilité et vers plus de pouvoir local. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? On s'aperçoit que toute une série de crises de la société martiniquaise ne peuvent pas être solutionnées, la majorité des revendications de le mouvement social actuel, quand on cherche, et ne peuvent être résolues que par l'État français. D'ailleurs, en Guadeloupe, on exige que l'État français soit présent dans les ateliers. Pourquoi? Parce que, par la pratique, on a d'abord accusé les élus locaux. Et puis on s'est rendu compte que les élus locaux n'avaient pas la solution au problème posé. Et c'est pareil en Martinique. C'est pareil en Martinique. Par conséquent, le discours, je connais ce discours. On a déjà l'autonomie, on ne fait rien. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. J'ai pas dit ça, mais il ne faut pas non plus se dédouaner de toute responsabilité. Ce n'est pas vrai. La majorité des revendications qui sont posées en matière de bois, je prends l'exemple, la question de la vie chère, la question des carburants, seul l'État a en partie la solution. C'est vrai, mais Monsieur Branchi, quand même, ça fait 30 ans qu'il y a eu la question de la mobilité et du transport, qui est très important lorsqu'on parle du carburant, c'est-à-dire finalement donner la possibilité à certains ménages d'éviter l'achat, l'entretien, l'assurance, le carburant d'une voiture. D'accord ? Bon, que l'on me dise, c'est vrai, il y avait une partie, qui a peut-être une partie qui relève de l'État, mais je crois qu'il ne faut quand même pas se dédouaner en termes de politique locale, de la responsabilité de mettre un certain nombre de services publics qui viennent modifier aussi le quotidien de nos concitoyens. Et je crois que dans peut-être d'ailleurs que l'on n'en parle pas parfois assez, mais la vocation des collectivités locales, de la mairie, aux syndicats, à la communauté d'agglo, à l'époque au conseil général, régional, c'est de mettre en place des services publics. Mais oui, bon, ça c'est un problème ponctuel. Mais non, c'est pas ponctuel, c'est quotidien. Ce n'est pas ça qui explique la crise martiniquaise. En partie. Bon, alors on continue puisqu'il faut qu'on passe encore à autre chose. Donc vas-y. Et on me met déjà le signal. Oui, termine, je t'en prie. Je termine mon raisonnement. Oui, il n'y a pas de souci. La plupart des revendications qui sont posées au peuple martiniquais, la démographie, etc., ce sont des choses qui ne dépendent pas en grande partie de décisions des collectivités martiniquaises. Bon, et que je reviens sur la question. Mais nous pouvons y contribuer.
elles peuvent contribuer. Parce que quelque part, on est déjà dans une coproduction des politiques publiques. C'est pour ça d'ailleurs que nous participons aux élections, parce que nous disons aux Martiniquais, quand même, dans la marge de manœuvre que nous avons, nous pouvons améliorer votre situation. Mais la solution des problèmes, la solution des problèmes, bon, ok, bon, donc, entre dire les collectivités territoriales peuvent tout et dire elles ne peuvent rien, il y a un cursus. Nous sommes d'accord. Ok. Bon. Elles ne peuvent pas tout, mais elles peuvent quand même dire certaines choses. Qu'on dise qu'elles ne peuvent rien. Bon. On est actuel des choses. Bon, alors, moi, j'ai là en main. Le document du CGSM. Bon, en position numéro 16 et 17. Ok. Parmi les propositions classées par intérêt, il y a L'emploi. Établir avec le gouvernement français plus de transparence, de justice, de reconnaissance de ses responsabilités et des intérêts locaux. Juste après, faire évoluer le cadre institutionnel pour une plus grande autonomie, débattre sur ce thème. Autrement dit, à travers la crise sociale, c'est la démonstration de ce que j'essaie de prouver ici, et de la démarche du journal que je représente. C'est que dialectiquement, les crises martiniquaises agissent sur la conscience des Martiniquais. Alors nous pouvons faire un discours comme Césaire. Césaire a fait un discours. Bon, il a eu une grande vision de l'avenir de la Martinique. Mais ce qui manque, c'est la praxis, c'est la pratique. Parce que, mais oui, je m'excuse, je récite mon bréviaire marxiste. Le problème, c'est pas simplement d'énoncer les vérités, c'est l'action pratique. Oui. Et l'action pratique, c'est que les Martiniquais se rendent compte qu'avec la décentralisation, entre 1982 et 2021, mais la décentralisation ne peut pas à elle seule résoudre les problèmes, il faut aller plus loin. Je suis obligé d'interrompre l'émission parce qu'on m'a déjà fait plusieurs fois moi des soucis. Et il y a plein de sujets qu'il fallait... On est trop long sur certains sujets, mais malheureusement... Je crois que les explications de Bertrand c'était important, très très important. Je suis content qu'il ait pu donner des explications, parce que ça a permis de clarifier les choses. Merci beaucoup Michel, merci beaucoup docteur. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Charles, merci beaucoup. Bonsoir Béatrice, merci beaucoup. Merci à Grégory, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et puis un bon week-end sur Zouk Télévision. Merci. Bye bye. Bye bye, à bientôt.